On est aujourd'hui le 15 décembre et je voudrais revenir sur un point important dans cette intervention. Et avant de commencer, je voudrais à nouveau préciser un autre point qui me semble très important. Vous remarquerez que d'une certaine manière, en ce qui me concerne, on avance relativement doucement. C'est-à-dire que sur ce site, en tous les cas sur le site des Bnei Adam, les interventions ne sont pas toujours aussi régulières que je l'aurais souhaité. Ce n'est pas uniquement faute de temps et faute de ce que vous pouvez, j'imagine, pour les plus sensés d'entre vous, imaginer ce qu'est une journée et une semaine du Rav Dinovitch. C'est-à-dire que ça fait bien longtemps, comme je dis en plaisantant, que j'ai dépassé la journée des 50 heures et que je suis en train de négocier des journées de 70 heures avec le maître du monde. Mais ce n'est pas seulement un problème technique, c'est un problème de fond. Et grâce à Dieu, des cours d'ailleurs qui sont accessibles et qui sont aussi, et voire parfois même surtout pour les Bnei Adam, se trouvent de toute manière sur mon site, celui qui est le plus connu, celui vers lequel la grande majorité d'entre vous vous dirigez pratiquement tous les jours. Car de toute façon, il n'y a pratiquement pas un cours qui est donné, et ceci tous les jours et depuis des années. Il n'y a pas pratiquement un cours qui est donné qui ne soit pas rempli de messages qui s'adressent autant aux Bnei Adam qu'aux Juifs. Mais malgré tout, sur ce site Bnei Adam, je vais beaucoup plus doucement. Et encore une fois, j'étais en train de dire, ce n'est pas uniquement un problème de temps, c'est un problème beaucoup plus profond. Un problème de prudence. Parce que sur ce site ou dans la relation beaucoup plus directe que j'ai avec vous, mon intention n'est pas uniquement de transmettre un enseignement et puis après, il est pris comme il est pris, il est entendu comme il est entendu, il est compris comme il est compris. Mon intention est aussi d'avancer dans un domaine finalement que je considère un petit peu comme une aventure qui peut être très dangereuse, on ne sait pas, personne d'entre nous ne sait vraiment où on va, et qui d'une certaine manière est un véritable champ de mine, parce que si on pose le pied là où il ne fallait pas le poser, ça explose et ça fait mal. On a déjà eu pas mal de mines qui ont explosé ces derniers temps, et d'après ce que je sens et je ressens, il y a, mais je ne reviendrai pas sur ce point, il y a un malaise inexplicable qui se profile dans les différents groupes de Bnei Noar, Bnei Adam. Et bon, je suis presque fatigué, épuisé de revenir sur ce sujet, mais ça confirme, quoi qu'il en soit, le fait que ce terrain étant un terrain complètement et totalement nouveau, et je peux vous assurer, si vous entendez des rabbinim qui vous disent le contraire, je peux vous assurer qu'ils se mentent à eux-mêmes et ils vous mentent. Personne ne sait réellement où on va. Personne à l'intérieur du peuple juif n'a suffisamment de recul et d'expérience pour savoir exactement ce qui se passe et ce qui va se passer. Parce que c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Il y a fort longtemps, j'avais déjà expliqué que le retour de la parole d'Israël vers les non-juifs, vers les Bnei Adam, ressemble un petit peu sur le plan spirituel à ce qu'a été le retour d'Israël il y a à peu près 2 siècles sur sa terre, où finalement une aventure extrêmement inconnue, dangereuse, périlleuse commençait. Personne ne savait vraiment où on allait, ce que ça allait devenir. Quand les Juifs sont revenus il y a un peu plus de 200 ans ici, ils ont trouvé une terre qui est un véritable désert, des marécages, des maladies, des conditions inimaginables de vie et surtout de mort, jusqu'à ce que petit à petit les choses ont commencé d'une certaine manière à s'arranger, mais pour finalement des problèmes résolus pour laisser leur place à de nouveaux problèmes pas moins graves, pas moins difficiles comme ceux que l'on vit aujourd'hui. Et donc je pense qu'il faut avoir l'honnêteté, l'humilité de comprendre et d'avoir le courage de dire en tant que Rav d'Israël que nous ne savons pas exactement où nous allons. Et alors évidemment, il y a, comme je l'ai déjà expliqué, d'autres approches qui, eux, ne se posent absolument pas de questions. C'est très simple, les 7 lois de Noé, on enseigne,
Et voilà, je veux dire, c'est ce que j'appelle moi, encore une fois, le judaïsme robotisé, ou la parole mécanique, où finalement l'autre, le récepteur, n'a aucune importance. C'est une bouche qui parle à une oreille et rien de plus. Alors, ça convient à énormément de non-juifs. Il y a effectivement, chez les non-juifs comme chez les juifs, chez l'humain en général, énormément de gens, et je pense, j'ajouterai en ce qui me concerne malheureusement, je pense énormément de gens qui aiment les choses simples, rapides, ce que j'appelle moi génération micro-ondes. Hop, tac, 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 hop, on appuie sur un bouton, c'est cuit, on mange et voilà. Bon, c'est pour ça qu'il existe aussi chez nous ce genre de tendance pour les juifs ainsi que pour les non-juifs qui enseignent une Torah hyper mécanique. Ceux à qui ça convient très bien, mais comme vous le savez, c'est pas la Torah que moi j'ai reçue, c'est pas celle que l'on m'a appris, c'est encore moins celle que j'ai le devoir d'enseigner. Et donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus lent, beaucoup plus prudent, parce que sincèrement, mes amis, je ne sais pas où nous allons. Et finalement, nous tentons une aventure extraordinaire, merveilleuse, des millénaires de silence entre vous et nous, entre le monde non-juif et Israël. Et tout d'un coup, la bouche s'ouvre, les oreilles s'ouvrent, les âmes essayent de se connecter, mais personne ne sait vraiment où on va. Donc, c'était une sorte de mise au point, si j'ose dire, pour tous ceux qui s'impatientent de voir, surtout que je l'avais dit, mais bon, il y a beaucoup de choses qu'on dit, et qui s'impatientent de voir plus souvent des interventions sur ce site Bnei Adam. Alors je réponds aujourd'hui de manière très très honnête que c'est une erreur. Cette demande et cette attente est une erreur parce que c'est prendre trop à la légère la responsabilité que nous avons de créer une relation saine, puissante et surtout éternelle. Ça veut dire qu'il ne va pas disparaître comme tous les mensonges dans quelques mois ou quelques années ou quelques décennies, voire même quelques siècles. Ou, ce qui est possible aussi, une parole qui n'est pas suffisamment pensée et donc qui pourra facilement être falsifiée. Donc je voudrais en tous les cas parler maintenant de l'intervention d'aujourd'hui et je voudrais traiter du sujet, la question qui revient et qui est revenue en ce qui me concerne le plus souvent, pratiquement un cri, un appel au secours, c'est l'absence totale de communauté, comme chez nous, Israël. Comme vous le savez, la force, on pourrait dire peut-être même la raison première de la survie d'Israël et sa capacité à avoir traversé l'histoire dans les pires conditions, c'est son génie de s'être organisé autour de communautés, autour de lieux, qui d'ailleurs s'appelle le Bet HaKnesset, le lieu de la rencontre. On traduit en français par synagogue, mais c'est faux. Bet HaKnesset, qui signifie en français synagogue, c'est mot à mot le lieu de la réunion, le lieu de la rencontre. C'est-à-dire que les communautés juives dispersées avaient besoin d'un atome, avaient besoin d'un ciment constructeur et rassembleur, et qui pouvait justement renforcer les individus qui, lorsqu'ils sont livrés à eux-mêmes, comme le dit d'ailleurs un proverbe, 10 personnes séparées, c'est pas que chacun est un dixième du tout, c'est que chacun n'est rien. Parce que 10 personnes ensemble, c'est pas 10 fois une personne ensemble, c'est une entité, c'est une réalité, c'est une force dont les 10 personnes séparées ne sont pas chacun un dixième de cette force-là, ils ne sont pas du tout cette force. Et donc Israël a toujours su que la garantie de sa survie était de partout où il s'installait, d'ailleurs même techniquement, des juifs chassés ou en quête d'un endroit où poser leurs valises, des juifs arrivaient à un endroit, la première chose qu'ils faisaient, ils construisaient en français la synagogue, le Bet HaKnesset, la communauté, pour permettre cette vie communautaire qui était le garant de toute vie d'une manière beaucoup plus générale. Et ça a marché, et aujourd'hui même, revenus sur notre terre, nous continuons à fonctionner de cette manière-là. Et bien que le peuple juif est regroupé en tant que nation
sur une terre ayant un État, malgré tout, dans toutes les villes, il y a des centaines, voire parfois des milliers de petites communautés qui regroupent des familles, soit par quartier, soit par affinité, etc. Donc la question était, surtout pour ceux qui ont bien compris finalement quelle est la force d'Israël, la question était, vous les Juifs, vous avez les communautés, mais nous les Bnei Adam, finalement, qu'est-ce qu'on a? On est complètement éparpillés, un à Besançon, trois à Paris, un demi à Avignon et deux, trois quarts à Montpellier. Et qu'est-ce qu'on fait? Et même supposons, et d'ailleurs c'est pas même, c'est comme je le disais, je ne sais plus dans quelle intervention, il n'y a pas si longtemps que ça, lorsqu'on a commencé à s'occuper des Bnei Adam, pour les uns il y a 3 ans, pour les autres il y a 5 ans, pour les autres il y a 1 an ou 2, en tout cas pour chacun d'entre nous c'est relativement récent. Quand on a commencé, on ne s'attendait pas à ce que si vite on passe de quelques individus à plusieurs centaines d'individus intéressés. Et je suis sûr que d'ici 2 ans, 3 ans, on parlera de milliers. Je parle dans le cadre restreint du travail que nous faisons sur la France pour l'instant. Et dans 10 ans, ce sera peut-être des dizaines de milliers. Donc ça va très très vite. Mais même, je pense que le problème se pose aujourd'hui, bien sûr, parce que techniquement, les Bnei Adam sont encore peu nombreux. Je pense que le problème se posera encore pendant pas mal de temps. Si un jour on passe à des centaines de milliers ou des millions de Bnei Adam en France, et ou en Europe, donc par la force des choses, techniquement, si on retrouve plusieurs centaines de familles dans une même ville, ou même plusieurs dizaines de familles dans une même ville, ben, l'aspect communautaire s'imposera et coulera de source. Mais jusqu'à ce qu'on arrive à cette situation, à mon avis, se passera encore pas mal de temps, parce que même si on parle que dans 2 ou 3 ans, on trouve, je ne sais pas, un potentiel même de 20 ou 30 000 Bnei Adam ou Bnei Noach en France, sérieux, je parle vraiment engagé, mais éparpillés sur l'échelle de la France, ça reste quand même des individus très éloignés les uns des autres. Donc la question est, mais est-ce qu'on va avoir la force de pouvoir attendre toutes ces années et sans communauté, sans point de repère, sans lieu de l'intérieur duquel on peut puiser des forces, parce que l'échange, la réunion, le fait de vivre des moments ensemble, ne serait-ce que de prier ensemble, que de parler ensemble, que d'étudier ensemble, toutes ces choses que vous, les Juifs, vous avez et dont nous sommes, nous, privés pour toutes les raisons faciles à comprendre, finalement, ça nous affaiblit énormément et en tant qu'individu, est-ce qu'on va arriver à traverser finalement toutes les difficultés qui se dressent sur notre chemin. Alors cette question, comme je vous l'ai expliqué, revient énormément. Je pense que dès qu'un Ben Adam ouvre les yeux, il se rend compte tout de suite que c'est son problème fondamental, d'autant plus qu'il a tout de suite ce point de comparaison avec les Juifs, mais eux ils ont ça et nous on l'a pas, et va savoir quand on va l'avoir. Alors, je répondrai de la manière suivante. Notre propre histoire, l'histoire du peuple juif, a prouvé que la foi, la conviction, l'attachement fort, puissant à ce à quoi on croit, et parfois, en tous les cas pendant ce temps d'attente, et tout ça c'est suffisant pour arriver jusqu'au moment où les choses prennent plus de force dans la réalité aussi. Je veux dire par là que notre histoire, et je vais tout de suite concrétiser ce que je dis, notre histoire a prouvé qu'on pouvait vivre relativement longtemps en étant uniquement une âme, donc une croyance très théorique, et seulement longtemps après se constitue le corps, se constitue le réceptacle dans lequel cette âme peut rentrer. À quoi je fais allusion? Je fais allusion tout simplement à la naissance, à l'histoire du peuple juif. N'oublions pas qu'entre la prise de conscience d'Abraham et la naissance du peuple juif se sont écoulés 500 ans. La sortie d'Égypte, c'est 500 ans après la naissance d'Abraham. Et pendant ces 500 ans, traversés de ô combien de grandes et terribles difficultés, ne serait-ce que la dernière avant la naissance d'Israël, plusieurs siècles d'exil et de souffrance et d'oppression en Égypte,
Mais pendant ces 500 ans, le peuple juif, c'était quoi? C'était quelques individus. Ça a commencé avec Abraham, après son fils, Yitzhak, Yaakov. Rien qu'entre Abraham, Yitzhak et Yaakov, ça couvre déjà pratiquement un siècle. Et après arrivent 12 de plus, les 12 tribus d'Israël. Et puis pratiquement 300 ans après la naissance d'Abraham, on n'est que 70. Les 70 personnes de la famille de Yaakov qui sont descendues en Égypte. C'est 300 ans après la prise de conscience d'Abraham. 70 personnes reliées autour d'une même cause, 300 ans après que n'apparaisse Abraham. Et pourtant, ça a tenu, ça a marché. Pourquoi? Parce que ces 1, ces 2, ces 3, ces 12, ces 30 et ces 70 étaient tellement attachés et convaincus de la puissance de cet idéal auquel ils adhéraient, que finalement ils ont réussi à faire traverser une âme sans corps jusqu'à ce que le corps leur soit donné, la nation et puis après la terre. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, mes amis, c'est que l'on voit que finalement la création d'un peuple, en tous les cas selon le modèle d'Israël, suit un processus qui est à l'inverse de la création de l'homme, puisque comme je dis souvent dans mes cours, l'homme a été créé du corps vers l'âme, d'abord le corps et après l'âme, alors que le peuple juif a été créé d'abord l'âme, c'est-à-dire l'idéal, et après seulement le corps. Et il y a bien sûr un message énorme, c'est que finalement la création, on pourrait dire la création d'un idéal va forcément de la théorie à la réalité, de la prise de conscience à son habillement, à sa réalisation dans la réalité, dans le corps. Et donc le message est clair pour vous aussi, Bnei Adam. Et vous devrez sans doute vous aussi passer par cette étape incontournable d'être d'abord une âme sans corps. Et après, quand c'est la providence et la réalité et l'histoire qui décideront quand le moment est arrivé, mais pour l'instant, il n'y a pas d'autre choix. Nous aussi, encore une fois, vous nous prenez aujourd'hui des millénaires après la naissance d'Abraham, où après avoir traversé ce qu'on a traversé, on a su s'organiser en communauté, mais ça a pris du temps. Et quel prix on a payé pour y arriver, jusqu'au point ça devient pratiquement la seconde nature d'un juif. Un juif jusqu'à aujourd'hui est en voyage, il arrive quelque part, bon je parle d'un juif qui est un minimum authentique, il arrive quelque part, la première chose qu'il cherche, c'est où est la synagogue la plus proche de l'hôtel où il est descendu, ou des fois le contraire, il cherche l'hôtel en fonction de la synagogue qu'il sera censé fréquenter pendant son séjour. Donc chez le juif c'est sa seconde nature, où est la communauté? Mais ça a pris du temps, encore une fois, et vous devrez, vous aussi, payer le prix de l'attente jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de Bnei Adam partout où ils s'en trouvent, pour que d'une manière simple, on loue un appartement, on loue une maison, on loue un lieu où on crée une vie communautaire. Et c'est évident que dans les grandes villes, ça sera peut-être un peu plus facile qu'ailleurs, mais là aussi, j'ai mon idée, je peux le dire par allusion, que c'est pas seulement technique, c'est pas seulement on est 20 familles et on loue quelque chose et on se réunit. Je pense qu'il y a tout un concept, une conception, une mentalité qui n'existe pas encore véritablement chez les nations, parce qu'elles n'ont jamais été habituées à vivre de cette manière-là. Et donc je pense que même si dans une ville comme Paris existe déjà plusieurs dizaines de familles Bnei Adam, le fait que malgré tout il n'y a pas encore de véritable vie communautaire, et je pense que ça prendra encore un petit peu, voire pas mal de temps jusqu'à ce que ça existe véritablement, c'est parce que c'est pas encore une fois qu'un problème technique, c'est un problème beaucoup plus profond, psychologique. Donc en attendant, pourquoi finalement on doit passer par cette étape d'être une âme sans corps? Tout simplement parce que je pense que c'est l'épreuve de l'authenticité, l'épreuve de la conviction, l'épreuve dans les deux sens, épreuve. C'est l'épreuve et la preuve de la sincérité, de l'authenticité. Parce que quand on est capable de s'attacher à un message qui n'a pas encore une véritable réalité, ça veut dire que
on le vit véritablement d'une manière qui est très très puissante. Parce que bon, une fois qu'il y a la réalité, qu'il y a le lieu, qu'il y a l'endroit, qu'il y a les réunions, là aussi il y a un autre risque, c'est qu'on est pris par une certaine forme de superficiel, de bon, ça tourne. Et donc finalement, on n'a plus tellement besoin, quand ça tourne, de cet effort de profondeur, de conviction, qui est la seule garantie d'une idée qui va durer, d'un idéal qui va durer. Mais une fois qu'il y a déjà le lieu, et qu'il y a encore une fois les rencontres, et les moments de prière, les moments d'études, les conférences, les soirées, les repas ensemble, bon, ben, ça devient une sorte de vie mondaine spirituelle qui a énormément d'avantages, mais qui a aussi de grands risques, de grands inconvénients. Donc finalement, chaque étape est importante, dans la mesure où on est tous d'accord que ça fait seulement quelques petites années que dans le monde en général, et en France en particulier, la notion de Bnei Adam a commencé à s'enraciner, on pourrait dire, dans la conscience des nations. Je pense que pour l'instant, il faut être extrêmement prudent, extrêmement patient, et ne pas négliger l'importance du problème, mais d'un autre côté se dire que finalement, si le maître du monde, si la providence fait que pour l'instant, je suis un Ben Adam, je suis une Ben Adam perdu au fin fond d'une petite ville de province ou d'un village français, et que je me sens seul et désespérément seul, et cette solitude m'est très très difficile. Je dois me dire que non, 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 le maître du monde sait ce qu'il fait. Et il a besoin de pionniers comme toi qui s'accrochent très 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 fort à l'idée, à l'idéal, parce que c'est l'étape fondatrice de tout ce qui va venir après. Alors peut-être que toi qui es perdu dans ta ville de province, tu resteras un solitaire toute ta vie, un Ben Adam qui n'a personne avec vraiment qui parler, qui échanger, mais sache que par le mérite, par ton mérite d'avoir tenu, d'avoir continué à croire, à vivre et à transmettre cet idéal, tu crées, tu construis la première étape fondamentale de tout projet qui un jour deviendra une réalité concrète. Tu es en train de construire l'idéal. Et l'idéal, c'est comme son mot l'indique, c'est une idée pour l'instant, donc ça n'a pas encore véritablement de corps. Donc il faut que vous vous mettiez bien bien dans la tête, mes amis, que vous êtes des pionniers. Et qu'un pionnier, ben, il mange de la vache enragée, un pionnier, il dort à la belle étoile, un pionnier, il s'endort épuisé après une journée de travail, de labeur, à défricher des marécages ou à construire des routes ou des rails pour les futurs trains comme au Far West. Et puis il fait tout le sale boulot pour qu'un jour d'autres puissent vivre dans une Amérique qui est un paradis. Mais l'Amérique n'a pas toujours été un paradis, il a fallu plusieurs générations de gens qui venaient pour se suicider, parce qu'ils n'allaient pas faire long feu, vu les conditions de vie qui étaient les leurs à ce moment-là. Et donc, encore une fois, prenez conscience finalement que vous êtes des pionniers. Et ne demandez pas le luxe, parce que vous ne l'aurez certainement pas encore de votre vivant. Mais d'un autre côté, le mérite, tout le mérite de ce qui va suivre vous revient à vous. Donc ça c'est la première partie de la réponse. Maintenant encore une fois, techniquement, là où c'est possible, vous voulez vous réunir, vous pouvez vous réunir, bien évidemment qu'il faut le faire, mais je parle de la notion plus globale qui concerne la majorité d'entre vous. Maintenant, malgré tout, il n'y a pas de situation sans début de solution. Je pense que c'est pas pour rien que le maître du monde a choisi cette époque comme étant celle où il inspirait juifs et non-juifs pour se retrouver autour et à l'intérieur du projet Ben Adam, parce que cette génération, qui est la génération d'Internet, nous permet de créer justement des communautés virtuelles qui, malgré tout, ont une certaine puissance, une certaine force, et qui ne sont pas si virtuelles que ça. Vous savez, par l'intermédiaire de mon site, que j'ai commencé il y a 8 ans, si j'avais pu imaginer ce qui allait arriver, ce qui allait se passer, aujourd'hui, bon, je ne vais pas vous dire les chiffres parce que je n'ai pas l'intention de faire le malin et être pédant, mais
vous imaginez, aujourd'hui, le site, je parle du site que tout le monde connaît, c'est une communauté aujourd'hui de par le monde énorme, 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 et bien plus réelle que virtuelle. Ce sont des échanges, ce sont des mails, ce sont des téléphones, ce sont des Skype, ce sont des chats, c'est toute une vie en vérité, sans peut-être se voir. La grande majorité des gens qui me fréquentent, je ne les ai jamais rencontrés, je ne les rencontrerai peut-être jamais, mais quoi qu'il en soit, je ne les ai jamais rencontrés, je les rencontrerai peut-être jamais, mais quoi qu'il en soit, ça reste une communauté bien, bien, bien vivante, et les échanges plus que réels et plus que fructueux. Donc aujourd'hui, on a véritablement la possibilité tout en étant très très éloignés les uns les autres, tout en étant dans l'impossibilité de se voir et de se fréquenter, ne serait-ce que par le biais de Skype, par le biais de tout ce que la technologie nous offre, on a véritablement la possibilité aujourd'hui d'être séparés par des milliers de kilomètres, mais d'avoir l'impression que l'on est véritablement ensemble. Et donc c'est pour ça que je vous encourage à créer finalement un Beta Knesset, un lieu communautaire Internet. Alors vous me direz bien sûr, on n'avait pas besoin de vous, Rabinovitch, on y a déjà pensé, et je le sais, évidemment que je le sais. Il y a quantité d'échanges Skype, d'échanges Webex, pour ceux qui s'y connaissent, et ne parlons pas de Facebook, et ne parlons pas de Twitter, et de WhatsApp, etc. Bien sûr que ça existe, mais ce que je voulais rajouter, c'est que peut-être qu'il faudrait mettre le paquet au niveau investissement. Je ne parle pas d'investissement financier, car un Facebook, ça ne coûte rien, et un Skype, c'est gratuit. Mais un investissement en pensée, en temps, on pourrait dire en projet, d'effectivement de regrouper d'une manière beaucoup plus systématique, beaucoup plus construite, de plus en plus de Bnei Adam autour d'un Facebook dans lequel il y a de véritables échanges, ou un Skype, ou tout ce que la technologie nous permet d'avoir aujourd'hui. Et donc, bien sûr, comme tout projet, on a besoin de leaders, de gens désintéressés, parce qu'un leader intéressé, c'est pas un leader, de leaders désintéressés qui vont consacrer une partie de leur journée, de leur semaine, de leur temps à être les meneurs, les penseurs, les leaders, les bergers de ce genre de projet. Et c'est-à-dire donc, encore une fois, d'animer un site, un forum, un Skype et toutes les technologies possibles selon le choix et la sensibilité de chacun, et de veiller à ce que ça soit quelque chose de vivant, où il y a effectivement des échanges, et des échanges réels. Maintenant, de là, peuvent sortir aussi la décision d'une rencontre une fois tous les 3-4 mois, où vous pouvez vous rencontrer quelque part et discuter, faire connaissance. Je sais que tout ça existe déjà. Je ne viens que, selon l'expression des maîtres d'Israël, En mezarzim et la et azrizim. On encourage que les gens encouragés. Évidemment, tu vas pas réveiller un mort, quelqu'un qui n'a aucune sensibilité, aucune volonté, aucune envie de faire quoi que ce soit. Bon, mais qu'est-ce que tu peux faire pour lui? Évidemment qu'on s'adresse à des gens qui sont pleins de bonne volonté, pleins de force, et plein d'envie et plein d'initiative. Mais mon but est de vous encourager et de vous montrer que cette possibilité aujourd'hui, une possibilité grandiose, unique, on n'imagine même pas tout ce que cela peut amener et le profit de ce genre de choses. Et c'est pas évident, parce que je vois bien, par exemple, moi-même, par exemple, j'ai un Facebook, j'en ai plusieurs, j'ai un Facebook, j'en ai 2 en français, j'en ai un en hébreu, peu importe. Mais je vois, c'est pas évident que les gens participent eux-mêmes, on pourrait dire, deviennent des membres à part entière de l'élaboration et de la création de choses. Les gens, malheureusement, sont très passifs, très receveurs, très consommateurs. Et donc, finalement, l'interréaction est très très difficile.
Et donc c'est pour ça qu'on a besoin effectivement de personnes qui ne se consacrent qu'à cela, qui toujours sont en train de réfléchir comment améliorer, comment amener d'autres personnes, comment susciter l'envie de participer, de poser des questions, d'apporter des éléments intéressants. Par exemple, je ne sais pas moi, les gens ont lieu, je ne sais pas un exemple bête mais concret, ceux qui lancent le Facebook ou tout autre moyen informatique vont mettre des vidéos, vont mettre des articles, vont mettre leurs propres pensées. Bon, ben ça va être 3, 4, 5 personnes qui, eux, vont produire, et puis ça va être des centaines ou des milliers qui vont recevoir. Bon, ça c'est le truc classique, malheureusement, d'un berger pour 1000 moutons. Mais je pense qu'il ne faut pas rester à ce niveau-là. Je pense que dans le cadre des Bnei Adam, ce qu'il faudrait, c'est que justement, il y ait un groupe de réflexion moteur qui essaye par tous les moyens d'amener les consommateurs à être aussi des producteurs. Par exemple, faites-vous aussi une petite vidéo, enregistrez, exprimez une pensée, soit enregistrée en vidéo, soit enregistré en audio, soit un texte, un écrit, ne serait-ce que des questions pour montrer que vous êtes là, que vous êtes réceptif. Et puis à partir du moment où quelqu'un va être derrière pour veiller à ce que les choses soient interactives, bon, ben quand les gens vont voir que tiens, il y en a plein qui posent des questions, ils reçoivent des réponses, tiens, il y en a 10 qui le mois dernier ont envoyé des petites vidéos à eux et disent des choses très sympathiques. Tiens, j'ai envie de le faire moi aussi, après tout, je vais casser ma timidité, si lui l'a fait, pourquoi je le ferai pas? J'ai vu, bon, il n'avait pas un français tellement extraordinaire, mais il s'est pas gêné, il l'a fait, finalement, bon, ben c'était très intéressant et je peux le faire moi aussi. On casse la timidité, on casse la peur. Et puis très vite, on se rend compte que finalement, on a une communauté virtuelle et plus réelle que virtuelle, qui peut être d'abord de quelques personnes, après quelques dizaines, quelques centaines. Et c'est des gens en soi extraordinaires, parce que comme on vit à une époque où la technologie est devenue notre réalité, donc on peut très bien créer un bêta Knesset communautaire. Comme virtuel. D'ailleurs, je vous lance même une idée et j'espère qu'elle ne tombera pas dans des oreilles de sourds. Voilà, peut-être que ceux qui ont l'intention de relever le défi que je lance, eh ben, je vous suggère même un nom pour ce Facebook ou l'autre moyen que vous choisirez, la Beta Knesset des Bnei Adam. Beta Knesset des Bnei Adam. Beta Knesset, c'est encore une fois le lieu de réunion, mais qui en hébreu fait allusion à la synagogue, lieu d'étude et lieu de rencontre, la Beta Knesset des Bnei Adam. Voilà. Et si vous y croyez, que vous investissez vraiment là-dedans, je suis sûr et certain que au bout d'un an de travail, vous allez vous rendre compte que c'était un projet grandiose et qui va sortir de la solitude et de l'isolement énormément de monde. Parce que finalement, tout le monde va se sentir réuni autour de quelque chose. Mais tous ces projets, mes amis, nous les rabbinim, on ne peut pas les créer pour vous. On peut vous les suggérer, on peut donner nos idées, mais il faut absolument, et encore une fois, prenez ce que je vais dire maintenant avec comme une parole, je ne vais pas dire le mot d'amour, parce que c'est pas, mais j'hésiterai pas à le dire comme une parole d'amour et d'amitié, et non comme une parole, et non comme une critique. Et après vous avoir prévenu, donc je vais dire ce que je veux dire, qui est encore une fois une parole d'amitié et non de critique, je reste malgré tout un petit peu étonné de voir qu'il n'y a pas suffisamment d'initiative, de prise en main, de leadership qui sort de parmi vous. Alors je sais pourquoi, parce que pour l'instant on est dans la phase de la découverte, on est dans la phase de on a tellement à apprendre, on a tellement à découvrir qui on est pour oser faire, dire, exprimer. Oui, je comprends, et ça part d'un très très bon fond. Mais d'un autre côté, je ne suis pas en train de vous dire où sont les leaders chez vous qui se mettent à enseigner, qu'à Dieu ne plaise. J'espère que ça prendra encore des décennies avant que ça existe, et encore, parce que c'est pas de ça que je parle. Et il manquerait plus que ça maintenant qu'un Ben Noir se dise je vais enseigner moi-même la Torah aux autres. On a vu dans l'histoire ce que ça a donné quand
On veut enseigner la Torah sans les maîtres d'Israël. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas à ce genre d'initiative que je fais allusion. Même si on est encore une personne qui est en plein état de découverte et d'attente et profondément humble et profondément consciente de son insignifiance par rapport à tout ce qu'elle a encore à apprendre et à construire, mais créer un projet technologique qui regrouperait un maximum de Bnei Adam pour leur donner le sentiment d'être vivant et de vivre et réunis autour d'un projet, ça n'a rien à voir avec si on a déjà suffisamment de connaissances ou non. Ça, c'est quelque chose qui est à la portée de tous. C'est dans ce genre de projet, par exemple, que j'exprime un certain étonnement, mêlé un petit peu de peine de voir qu'il n'y a pas suffisamment d'initiatives. Je vais vous donner un autre exemple, si déjà je vous fais des aveux. Je suis un petit peu étonné de voir que jusqu'à aujourd'hui, il n'y ait pas plus de leadership qui essaierait de prendre en main un projet, de venir en Israël pour un séminaire, pour passer quelques jours, pour essayer de vivre plus profondément et plus intensément le projet proche des rabbanim, proche de la source. Et pourtant, c'est pas quelque chose qui est si impossible à réaliser que ça. Alors évidemment, c'est coûteux, c'est ci, c'est ça, mais ne serait-ce que parler du projet, ne serait-ce que, surtout que ça s'est déjà fait. Sachez qu'il y a déjà eu des séminaires Bnei Noar organisés, peu importe par qui, mais c'est pas le sujet maintenant, mais très très bien organisé, très très bien fait. Mais là aussi, l'initiative est une initiative venant de la part des Juifs. Alors c'est sûr, les non-juifs ont suivi puisque c'était pour eux, mais l'initiative était encore venue de la part des Juifs. Est arrivé le moment où les non-juifs, les Bnei Adam, doivent eux-mêmes être l'initiateur de ce genre de projet. On ne peut pas constamment, je veux dire, être le moteur. Nous sommes et nous serons pour toujours le moteur dans ce qui est la transmission de l'enseignement, et ça c'est clair et absolument clair. On ne va pas se faire avoir une deuxième fois. Ça fait déjà 2000 ans qu'on subit encore les conséquences de ceux qui ont voulu s'approprier la Torah d'Israël sans les maîtres d'Israël. Donc on a suffisamment d'expérience pour prévenir et faire savoir dès le départ que c'est le premier qui essayera de s'interposer entre les élèves et les maîtres d'Israël n'aura plus de place, en tous les cas chez nous. Mais ce n'est pas à ce niveau-là que je parle. Je parle de tout ce qui est autour de l'enseignement. Autour de l'enseignement, il faut beaucoup plus d'initiatives qui viennent de votre part. Et je pense que c'est la garantie sine qua non de la réussite de notre projet. Je dis toujours et j'enseigne toujours que le monde ne peut pas tenir uniquement sur une minorité de donneurs et une grande majorité de consommateurs. C'est un système qui est voué à l'échec et qui a toujours fini par des catastrophes. Les projets qui réussissent sont les projets où tout le monde est un peu aussi un acteur et un donneur. Alors il y en a qui donnent plus que d'autres, il y en a qui sont plus consommateurs que d'autres, mais dans un projet dans lequel la frontière entre le créateur et le consommateur est trop tranchée, trop énorme, ça finit par disparaître. Donc c'est ce que j'attends de vous. Encore une fois, je m'adresse à ceux qui ont choisi mon chemin et mon enseignement. C'est ce que j'attends de vous, mes amis, mes élèves. J'attends de vous véritablement que se lèvent des leaders avec des initiatives, avec des projets qui ne sont pas forcément tous réalisables ou tous souhaitables ou tous acceptables, mais au moins cette volonté d'être des créateurs vous aussi, parce que vous verrez que lorsque vous deviendrez vous aussi des créateurs de projets et des créateurs d'idées,
et des réalisateurs, vous verrez que ça vous donnera une force énorme qui va faire profiter le projet Bnei Adam d'une manière énorme, énorme, énorme et sans commune mesure avec ce que c'est aujourd'hui. Voilà, encore une fois, je vous souhaite tout le meilleur et j'espère que cette intervention sera fructifiable comme généralement j'essaye de le faire, que vous trouverez dans cette intervention suffisamment de messages pour pouvoir et continuer à avancer. Et donc on se retrouve, si Dieu veut, dans pas trop longtemps avec un nouveau message. Et maintenant la balle est de votre côté, encore une fois. Et j'attends un retour, j'attends de voir quelque chose. À tous et à toutes, à très très bientôt.